À tous d'être là. Donc moi je me présente, je m'appelle Chloé Chancelier, je suis diplômée depuis 10 ans de l'école de Bordeaux. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de formations parce qu'en sortant de l'école, je me sentais mal à l'aise, en tout cas de prendre en charge certains patients, dont les bébés. Dont les femmes enceintes, parce que les formations sont parfois, je trouve, pas assez complètes sur la pédiatrie, sur justement les femmes enceintes. Et du coup, il y avait des noms qui nous faisaient miroiter, des noms de l'ostéopathie, des anciens qui ne faisaient plus de l'enseignement dans les écoles et qui donnaient envie d'aller voir en post-gradué. Donc c'est pour ça, c'est ces noms-là, Claudine Ageron-Marc, Elisa Boileau, Bruno Ducou, qui enseignaient plus spécifiquement dans les établissements, mais en post-grade. Donc en fait, finalement, les formations après, ça permet de rencontrer des thérapeutes plus que des thérapies, pour moi. Et surtout, les prises en charge qu'ils ont fait, parce que souvent, dans ces séminaires-là, il y a des consultations en réel. C'est-à-dire que l'ostéopathe qui fait la formation donne des consultations à des bébés ou des parents en direct. Et je trouve que j'apprenais énormément, comme si j'étais en stage. Voilà. Donc c'est pour ça que, après, au fur et à mesure, j'ai reçu beaucoup de stagiaires. Et qu'aujourd'hui, je suis contente d'intervenir pour le Ferro, pour aider éventuellement certains thérapeutes à avoir des outils. Parce que franchement, ça, c'est du gadget. On n'a pas besoin de tout ça pour, je pense, traiter. C'est nos mains dont on a besoin et on a eu grandement l'interaction avec André, c'était très intéressant. Mais je trouve quand même, moi, Chloé, j'ai besoin de ces petits outils pour aborder nos petits patients quand ils arrivent au cabinet. Parce qu'effectivement, là, on a du 0,6 mois, du 6 mois jusqu'à peu près 1 an. Il y a aussi une tour, c'est celle qui s'enfile comme ça, vous savez, c'est les anneaux. Et ça passait pas dans mon sac à dos. Ça, on est plus sur du 1 à 3 ans. Et là, après 3 ans. Parce que j'ai remarqué que ça permet de canaliser un petit peu leur attention et permettre de détourner un petit peu... détourner, pour qu'ils nous se faire un petit peu accepter dans leur bulle. Voilà, donc du coup... Ça, c'est un petit bébé qui me permet aussi d'expliquer aux femmes enceintes, parce que j'ai un bassin aussi un peu de ce type-là, mais de taille réelle. Et ça me permet d'expliquer, quand la femme elle est enceinte, comment on passe le bébé dans le bassin, voilà, quel mouvement il fait dans son bassin. Et puis, une fois que j'ai traité le bébé, les parents me demandent souvent qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ça me permet de montrer sur le bébé, il était bloqué comme ça, et du coup on a déroulé. Voilà, ça permet aussi d'un outil. Et accessoirement, c'est qu'il y a des petits exercices qu'on a vus avec Jean Ducournau, voilà, plusieurs ostéos, qui ont fait de la kiné et qui nous aident pour le traitement des plagiocéphalies ou pour aider la motricité. On peut parler des réflexes archaïques, leur montrer comment on rampe. Voilà, avoir un petit poupon, c'est un petit outil qui aide, je trouve, en tant qu'ostéopathe. Voilà. Je parlais de Jean Ducournau parce qu'en fait avec Paul Timothée et Clémence Groussin, on intervient en PMI pour les bébés et, qui ont des déformations crâniennes et des coliques. Voilà. Et c'est dans le cadre d'une association APO, Association en périnatalité en ostéopathie. Voilà, donc vous pouvez vous rapprocher du Ferro et de Jean, même de Paul s'il y a besoin de venir, parce qu'on accueille des stagiaires aussi, enfin des ostéopathes qui veulent observer, voir un petit peu. Jean a fait un travail énorme et ouais, sur la mise en relation entre des ostéopathes et les PMI. Et grâce à ces actions, on peut avoir une relation de confiance avec le monde médical dans ces structures, et ça c'est... Ouais, PMI, protection maternelle et infantile, c'est des établissements subventionnés par le département pour mettre à disposition des soins pour les 0-6 ans dans le cadre des maisons départementales. Voilà, donc c'est médical, et en fait on a un pied grâce à l'association de Jean qui a signé une convention avec les ostéopathes qui participent, et donc c'est un travail extraordinaire parce que c'est un peu comme EOB avec les handicapés, polyhandicapés, mais là c'est pour des personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'accéder à l'ostéopathie. Donc ça nous permet une fois par mois aussi de les aider, et on s'accentue vraiment sur les déformations crâniennes parce qu'il y a une urgence en fait avant l'âge de 9 mois, vraiment avant qu'il y ait la motricité, le 4 pattes. Il faut vraiment qu'ils puissent avoir le plus de liberté possible au niveau crânien, postural, voilà, comme dirait Jean. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on s'équipe par rapport aux déformations crâniennes, voilà, de ce petit outil craniomètre qui permet de prendre la mesure de l'enfant. Voilà, donc il y a des formations où on peut apprendre à le faire. Il y a un petit, ou même un grand, voilà, on le met, c'est les ninjas. Voilà, on le met ici.
sur le bébé et on vient positionner et mesurer la différence entre les deux diamètres. Alors c'est un outil parmi tant d'autres, c'est le plus pratique à mettre au cabinet. Le bandeau, rarement ils veulent le mettre, hein. On le met souvent, on le met pas. Et c'est une mesure qui est très subjective, qui dépend vraiment de l'opérateur. Donc plus on va le faire 2 fois, et plus on va pouvoir une mesure la plus neutre possible. Moi ça c'est un outil, comme il dit Jean, qui permet de quantifier. On quantifie une plagiocéphalie, alors ça ne veut pas dire que ça s'améliore si elle diminue, mais ça peut être un outil médical, dire on a une amélioration, on est passé de 21 mm, qui est une grosse plagiocéphalie, à 14, puis on va descendre. C'est l'évolution physiologique d'une plagio, si elle est corrigée, si elle est adaptée pour l'enfant. Et si on voit qu'elle stagne, on peut se dire tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec un kinésithérapeute, travailler avec d'autres professionnels, ou est-ce que j'ai libéré correctement le bébé, voilà. Ça, c'est l'outil qu'on connaît les petits outils que j'utilise aussi pour le bébé, on peut en trouver sur internet, mais on peut se le fabriquer aussi, hein, parce que ça, les enfants, ils voient principalement les grosses nuances de couleurs, parce qu'en moins l'âge de 3-6 mois, jusqu'à 6 mois, ils détectent, ils suivent en fait, et ça permet de travailler, voir un petit peu s'il vient chercher. Et moi, la chose que je vérifie à chaque fois, c'est ce que je viens chercher, parce qu'en fait, c'est le début du retournement. Je viens chercher. Et si c'est pas le cas, on va donner des techniques pour chercher le retournement. Voilà, un outil à avoir toujours dans son cabinet, je sais pas si vous en avez. Une sucette, parce que même s'ils n'ont pas de tétine, ils sont allaités, ça dépanne, parce que les parents, des fois, l'oublient ou ils l'ont pas, donc ça peut aider un enfant, parce qu'on peut en technique mettre le doigt, mais c'est pas systématique de faire avoir ses 2 mains de libre, donc avoir un petit outil, c'est pour ça. Donc notre petit bébé. Est-ce qu'il y a des questions sur les 0-6 mois pour l'instant? Est-ce que vous en avez déjà au cabinet des difficultés sur les 0-6 mois? Pourquoi 0-6 mois? Je les donne à Paul, tous les enfants. Ah ouais? Parce que les pleurs, t'as du mal avec les pleurs? Non, parce que c'est pas... Le 0-6 mois ça va, au contraire, c'est après, quand ils commencent à bouger. Ah ouais. Justement, tu vois, parce que au 6 mois, ils commencent à intégrer les pieds, en fait, et voilà, ils essaient de tout attraper, et ils veulent se retourner tout le temps. Donc c'est vrai que jusqu'à 0-6 mois, c'est des bébés où on va travailler beaucoup l'axe occiput, crâne, sacrum, qui va vraiment être facile, j'ai envie de dire. Il peut tenir dans 2 mains. Et après et moi, à partir de 6 mois, je travaille assis. Voilà, après, à partir de 6 mois, en fait, dans les formations que j'ai fait, notamment sur les troubles de l'oralité, troubles de l'oralité, c'est un outil qui nous a été fourni, parce qu'il y a des enfants qui sont hypersensibles au niveau de la bouche. Ça peut être suite à des soins en néonatologie, qui fait qu'ils ont eu des intubations, des troubles de la dyade mère-enfant, qui fait qu'ils ont... L'oralité, c'est le premier stade le plus important du bébé, c'est sa survie, il doit pouvoir tout mettre à la bouche. Et il y a des bébés qui n'ont pas intégré ça, qui ne peuvent pas, parce que c'est pas bon, ou alors ils n'y arrivent pas. Ou parce qu'ils ont des blocages au niveau des bras et qu'ils n'utilisent pas leur prothèse, parce qu'on appelle ça une prothèse, de pouvoir mettre tout à la bouche. Et quand on leur met le jouet dans la bouche et que l'enfant ne le porte pas à sa bouche, on peut dire tiens, peut-être des troubles à les mettre à sa bouche. Et du coup, on vient d'abord tester les mains, les pieds, parce que c'est des enfants qui sont hypersensibles et ça peut développer des gros troubles après pour l'alimentation, pour l'oralité, pour le brossage de dents. Et c'est important, avant l'âge de 6 mois, de détecter, voire 9 mois, détecter ça chez les bébés. Et donc on travaille d'abord les pleins de mains, parce que si déjà il aime pas qu'on lui touche les mains et les pieds, on va pas aller voir sa bouche. Voilà, il y a des petites choses qu'on m'avait appris. Et en fait, on vient tester le réflexe de succion. Si je caresse la joue ici, hop, il doit aller chercher jusqu'à 6 mois. Ensuite, je viens chercher les points cardinaux. Il va chercher, en bas, il va chercher. En fait, c'est les réflexes de succion. Hein. Jusqu'à 6 mois, c'est manger. Manger. Il veut que manger jusqu'à 6 mois. Donc c'est vraiment ce qu'il faut tester, il faut l'aider à manger. S'il ne le fait pas, et là on a tous les soins à l'allaitement, les soins, il n'y a pas encore la diversification, donc c'est vraiment important justement de préparer la diversification, parce que la langue, elle doit être mobile, et là c'est là toutes les formations, il y a un gros débat sur la société actuellement sur les freins de langue et de lèvres restrictifs, parce que dans le secteur de la périnatalité en ostéopathie, il y a eu beaucoup de demandes. Je ne sais pas si vous en avez au cabinet, mais effectivement, beaucoup de parents nous disent est-ce qu'il a un frein de langue? Parce que sur les réseaux sociaux, on dit le frein de langue l'empêche de sucer, l'empêche d'articuler ou va gêner sa respiration, et il y a tout un débat. Donc voilà, c'est important, je pense, d'être formé sur ou même après d'aller en stage, voir un peu des vrais freins de langue pour voir que
en fait un vrai frein restrictif, il y a beaucoup de choses qu'on peut détecter. Il peut pas sortir la langue, il peut pas faire les latéralisations. Donc comment on fait ça sur un bébé? On va lui mettre un objet, est-ce qu'il va le chercher avec sa langue? Est-ce qu'on va poser des questions? Il y a tout ça, s'il y a des besoins, je peux vous orienter vers des formations s'il y a besoin, où on mettra les références en lien, comme les ouvrages qu'il y a besoin. Donc ça, c'est un outil qui aide. Et puis après, une fois qu'on a fait nos tests, il peut jouer avec et mettre dans la bouche. Voilà, et s'explorer tout seul. Donc ça, c'est le 0-6 mois. Effectivement, c'est facile. Après, arrive le 6-9 mois. Parce que 9 mois, je trouve que c'est encore plus dur. Ça évolue, la difficulté en général. Donc le 6 mois, il interagit, il a envie d'être assis, il veut la verticalisation. Donc du coup, je le mets vertical. Alors souvent, ils veulent être sur les jambes, donc sur la table de consultation. Et ce qu'on m'a souvent appris, c'est un truc que j'ai retrouvé dans beaucoup de formations commun, c'est d'avoir le sacrum fixé. C'est-à-dire qu'en fait, si le sacrum n'est pas fixé, l'enfant il est beaucoup moins stable, il a besoin de cet appui. Et donc dans toutes les formations, donc soit je l'appuie comme ça et je travaille scapulaire, lombaire, enfin lemniscate, en fait je vais faire du Freiman, voilà, on peut faire vraiment tout ce qui est axe rachidien, on peut faire du crânien, je peux faire même occiput, moi il y a des bébés, là qu'on peut travailler comme ça, ou alors il est comme ça, il est vraiment fixé en occiput, et là je travaille en compression, en traction, hop, on gazouille, on attrape les pieds, on vérifie les hanches, les bassins, voilà. Donc c'est deux positions que j'utilise beaucoup pour les 6-9 mois. 9 mois, enfin, voici. Et après, ce qu'on vérifie, c'est comment il attrape les objets. Un bébé, entre 6 et 9 mois, il doit être capable d'attraper un objet, de le mettre dans l'autre main, sans passer par la bouche. Ça, c'est quelque chose, c'est un drapeau rouge pour moi. S'il met toujours la bouche, s'il n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il a peut-être pas intégré correctement les mains. Et à 6 mois, il doit pouvoir intégrer ses pieds. Un enfant qui a 7 mois qui ne joue pas avec ses pieds, pourquoi? Est-ce qu'il a le bassin bloqué? Est-ce qu'il n'arrive pas... Il n'en a pas conscience encore, donc est-ce qu'il a mal au ventre et qui fait qu'il a un schéma viscéral qui l'empêche de bien bouger? Voilà, c'est ça, les petites choses, 7 mois. Voilà. À partir de 9 mois, du coup, là c'est encore pire, c'est parce qu'il ne veut même pas être allongé, du tout. Et des fois, il nous enlève les mains de son crâne. On pose la main et il nous repousse. Donc là, effectivement, la qualité d'écoute et d'interaction, et c'est là que les chansons sont très intéressantes. Même tout petit, la voix peut être un outil, les comptines, mais à 9 mois, c'est la troisième main, moi, c'est mon secours absolu. Et là, c'est les petites comptines qui tournent en rond, c'est « Il était un petit homme », et on joue avec des gestes. Pirouette, cacahuète. Donc on joue l'action en même temps que le chant. Moi, j'aime bien les gestuels, les compter. On peut faire participer la maman, mais il faut vraiment être en mouvement par la voix ou par les mains pour canaliser un petit peu l'enfant de 9 mois, je trouve, moi. Enfin, dans ma pratique. Et ils aiment bien avoir quelque chose dans la main. Donc si on travaille les pieds ou le ventre, on peut lui donner son doudou, un jouet pour qu'il puisse interagir. Et ça, c'est une balle qui est sympa, que je demande souvent aux patients, aux mamans, si elles en ont une, parce que c'est un outil, notamment aussi pour le frein de langue, qui est très utile, parce qu'en fait, ils mettent à la bouche et qui fait travailler la langue. Donc c'est un outil qui est conseillé par Noëlla Rajonson, la spécialiste en tout cas régionale sur la phrénectomie, et qui est dentiste, et qui elle le donne aussi, elle demande aux parents de l'avoir, en fait, parce que ça permet de travailler la motricité, c'est très facile, et ça permet de travailler la langue aussi. Ils vont chercher, ils vont essayer de la mettre à côté. Donc en fait c'est une balle qu'ils peuvent facilement, et puis on peut aller le faire rouler et hop, il va aller le chercher, on commence à ramper, hop, comment je vais aller le chercher, voilà, c'est une petite chose. Ah oui, parce que j'ai oublié de spécifier, mais donc 0-6 mois et même 9 mois, je suis sur table, mais après passer 9 mois, je ne suis pas sur ma table, je suis sur un tapis Ikea qui se plie à rectangulaire. Vous avez un tatami ici, voilà, c'est bon aussi. Ça a sauvé des vies. Voilà, et en fait, parce qu'en fait, le patient, même la table, elle descend assez bas, et je mets des fois des objets dessus, et ça permet de savoir s'il est quand même déjà en train d'aller se redresser pour aller chercher l'objet, voir comment parce que la première phase d'observation, on va pas tout de suite se jeter sur le bébé, enfin je ne vais pas me jeter sur le bébé, c'est je vais voir comment il va chercher les objets et comment il se mobilise, parce que principalement c'est la locomotion, sur le 9 mois, 1 an, c'est savoir comment il se bouge. C'est les motifs principaux. Donc savoir comment il met les pieds en dedans, s'il n'est pas bloqué, s'il tombe beaucoup, s'il voit bien, ce genre de choses. Donc ça c'est le 9 mois. Est-ce qu'il y a des questions pour le 6-9 mois?
Non, pas spécialement. Je parle beaucoup, mais au moins après on aura les questions. Après les 9 mois, ils aiment bien empiler. Donc ça, c'est le bébé d'1 an. C'est celui qui empile, qui encasse, qui fait tomber les cubes, qui a besoin que ça bouge, que ça fasse du bruit. Voilà, donc tout ça, j'ai des cubes. Alors, j'ai pas tout amené parce que c'est l'enfant qui me demande toute une panière. Parce que pendant la séance de 35 minutes, 40 minutes, il va utiliser à peu près tous les jouets. Donc il y a des pouces-pouces, il y a des balles, il y a des petites voitures, enfin voilà, des choses qu'il va pouvoir bouger, interagir, un petit canard à tirer avec la ficelle qui va l'explorer et ça va permettre en plus de voir son appréhension du monde. Il y a des textures aussi. Voilà, des textures. Et par contre, ça c'est pour travailler son structurel, il va pas vouloir être sur le dos non plus. Donc là c'est plutôt généralement sur les genoux de maman. Alors les mamans, elles ont des fois du mal à se mettre en tailleur, elles enlèvent les chaussures, elles se mettent aussi sur le tapis, ou les papas bien sûr, et on fait sur papa, sur maman, et là les comptines, où on compte. Ah oui, quelque chose que je vous conseille aussi beaucoup, c'est de compter. Les gamins, on compte les orteils. Wow. Il y en a 5. Et il y en a 5 de ce côté aussi. Oh, tu as vu que t'en as 5? Et ça me permet de travailler le poignet en même temps que tu comptes les doigts. Tu vois, tu travailles. Ou on compte, par exemple, les techniques où j'ai besoin de tenir un petit peu, où ils n'ont pas trop agréable. On compte jusqu'à 10, et à 10, on souffle, il y a tout qui part. Voilà, donc on compte. 1, 2, ou si j'ai envie que je vois que ça relâche pas, je compte lentement. Et si... bah oui, c'est des techniques. Hein. J'ai des 10, mais en fait, à 8, 9... Et 10. Oh, attention, on va faire de 10 à 0, 10, 9. Et on fait la fusée qui décolle. On fait, voilà, c'est sympa. Et au-dessus de la table, où s'il est sur le sol, je lui dis de souffler sur mes cheveux, mais s'il est sur la table, j'ai un mobile qui permet de souffler sur le mobile pour travailler tout ce qui est respiratoire. C'est-à-dire, on va souffler très très fort hein, pour faire tourner les petits bouts de bois là-haut. Allez, 1, 2. Alors il faut souffler avec lui parce que généralement ça fait pas tourner. Mais voilà, ça permet d'avoir la capacité respiratoire. Ça c'est pour le 9 mois 1 an. Et puis rapidement, dès l'âge de 1 an, mon outil il est très très abîmé, mais je le tiens très très fort. J'en ai pas trouvé d'équivalent ce matin, tu vois, chez Moula. Mais il doit y en avoir. En fait, les animaux c'est un incontournable. Je vous invite à connaître le bruit que font les animaux et à vous entraîner. Enfin, voilà, parce que du coup on devient... Ouais, ça c'est rigolo parce qu'ils peuvent faire le son et ça me permet aussi de travailler d'évaluer parce qu'en fait il y a des difficultés je trouve d'évaluation parce que l'enfant quand il est observé par un thérapeute, enfin je pense en tout cas avec moi, des fois ils parlent moins parce qu'ils sont timides, parce qu'ils n'ont pas envie de parler, ils sont dans leur... Et du coup le langage c'est pas ce qui est le plus facile à questionner, c'est plutôt l'anamnèse des parents pour savoir est-ce qu'il sait dire ça. J'ai un grand tableau avec des couleurs, c'est les chakras. Donc là, il se mesure, parce que c'est par bande, et je suis dans le jaune. Alors, il m'énumère les couleurs, c'est jaune. Alors ça me permet de savoir un petit peu s'il va dire le ch, comme le chat, ou le jaune, le violet, le bleu. Voilà, faut connaître s'ils savent les couleurs, parce qu'à 2 ans, il faut quand même un peu des notions de couleurs. Et puis les animaux. Et ceux qui sont un peu hyperactifs d'enfants, il faut plusieurs livres. Avec des textures, avec des choses. Et pour les plus perturbés en termes d'attention, on a des petits outils. Celui-là, il vient de Pylone, qui est un magasin pas loin d'ici. Et ça sauve beaucoup de consultations. Ouais, c'est ça. Et en fait, d'ailleurs, il a pris plein de chocs et il a bien survécu. Ah oui, parce que ça, quand ça se pète et que ça se vide, c'est ouais, mais il est tombé plein de fois. C'est pour ça qu'il y a des buts, tu vois. C'est du plastique, quoi. C'est du plastique, de l'eau et du gel. C'est ça. Okay. Mais ça, pour que ça pète, faut vraiment qu'il le lance très fort. T'en as déjà eu qui ont été cassés? Ça, les bâtons de pluie aussi qui marchent bien et ça fait du bruit. C'est ça, tout ce qui va être dans l'interaction. Mais je trouve que tout ce qui est visuel, déjà, moi ça m'énerve moins que le bâton de pluie. Et on en trouve pour 25€ sur Amazon, mais je suis pas fan d'Amazon. Il y en a plusieurs, en fait, c'est des sabliers liquides, on appelle ça. Et ce qui est bien, c'est que celui-là, il est sablier liquide. Et il y en a qui sont plus ou moins longs. Les sabliers, en général, ils aiment bien les enfants. Moi, j'en ai une gamme... il y en a qui est 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. C'est de la revente. Hein? Je fais de la revente. De la revente? Ah! Non. C'est l'intention. C'est l'attention. C'est l'attention. En fait, c'est ça, c'est que c'est un outil, ça permet, parce que quand ils sont à l'âge, ils l'ont dans la main, ou
je m'assois, je les mets sur mes genoux, et ça, je le mets sur la table un peu plus haute. Donc en fait, ils sont canalisés sur quelque chose qui est devant. Ça me permet de travailler le crânien. Ça, c'est le moment où j'ai besoin qu'ils ne bougent pas. Okay. Voilà. Après, pour les pieds, pour les hanches, pour le bassin, pour le viscéral, s'ils bougent, c'est... Voilà, on se met dans leur position, quoi. Et souvent, ceux qui ont du mal à retenir l'attention, je les travaille sur le ventre. Ils sont allongés sur le ventre. Et tu vois, je fais le viscéral, je fais le bassin, même le crânien, je fais en antéroposte, la tête sur le côté. J'ai remarqué qu'ils étaient plus confinés, plus relâchés, plus stables quand ils sont sur le ventre. Ça serait leur point fixe alors ? Bah, en tout cas, moi, c'est chez moi au cabinet. Et puis, une position de sécurité. Ouais, sur ça, ils se sentent peut-être moins. Tu vois, parce que sur le dos, t'es vulnérable un peu, alors que là, t'es en protection. Et j'ai un plaid aussi, j'ai oublié de dire, mais le plaid, voilà, à partir de l'âge de 3 ans, ils aiment bien se mettre sous le plaid. Alors, soit on met les mains dessous s'ils laissent, après, des fois, on peut faire par-dessus, mais un plaid, ça, c'est mon outil favori de travail, mais même pour les adultes, parce que je ne déshabille pas les patients. Oui, certains se déshabillent, hein, mais moi j'aime bien, c'est mon outil de pudeur, d'odeur, parce que ouais, c'est une sécurité olfactive, visuelle pour certaines personnes. Et les enfants, ils le sentent aussi, ils sont au chaud dedans et ils s'enroulent dedans. Voilà, c'est un outil sympa, et donc ça, c'est un des ouvrages qu'on a acheté aujourd'hui. Et parce que des petites collections où on interagit, en fait. Et puis après, on les connaît par cœur, les livres. Mais des petites où on peut... Ah, il s'est fait bobo. Donc il y a des thématiques. Et là, c'est des outils qu'on peut donner aux parents pour... y a le divorce, il y a je change de maison. Qu'est-ce qu'il y a aussi de fréquent ? Je vais avoir un petit frère, une petite sœur. Voilà, il y a des petits livres qui permettent d'aborder des sujets qui vont interpeller les parents. Après, j'ai remarqué que si je connaissais... C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je connais les parents avant qu'ils m'amènent leur enfant... la consultation se passe plus rapidement, facilement. Parce qu'en fait, si le parent que je viens pour la première fois et je connais ni le parent ni l'enfant, je dois déjà évaluer qui est le parent et qu'est-ce qu'il attend un petit peu de la séance, comment il est, parce que j'ai l'impression que certaines tensions dans l'enfance sont pas qu'à lui. Il véhicule aussi des appréhensions de ses parents, de son entourage, et que d'aider le parent à avoir confiance, à se relâcher, à être rassuré, va aider l'enfant dans son élévation. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime me former sur les sujets qui interpellent les parents, et quand j'ai pas les réponses, je cherche à avoir des réponses scientifiques, des formations. Donc là, les freins de langue, on en parlait, mais les troubles de l'attention, et les troubles du spectre autistique, les troubles posturaux vis-à-vis des scolioses. Vraiment pour les enfants, c'est vraiment les principales causes. Les troubles digestifs avec toutes les allergies aux protéines de lait de vache, parce qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique avec quel test on fait, savoir un peu quel est le discours avec le médecin, parce que si le médecin lui pense qu'il n'y a rien mais que nous on suspecte qu'il y a quand même quelque chose, quels sont les examens, vers qui on l'oriente, comment on fait un courrier au médecin, voilà, ce genre de choses. C'est un discours qui, je pense, mérite des formations, parce que moi j'avais pas les connaissances de base. Et après, le fait d'être maman depuis 3 ans m'a grandement projetée dans le monde des enfants, avec tout son lot de conseils et de petites astuces qu'on peut donner aux parents. Et quand on leur dit « Ah ouais, il y a ça », ils font « Ah ouais, vous connaissez aussi ». Et du coup, ils rentrent en confiance. Mais ça reste de l'ordre du conseil plus que de l'ostéopathie réelle. Parce que l'ostéopathie, vraiment, en tant que telle, les petits, voilà, les mains sur le patient, souvent c'est 10 minutes de consultation sur les 45 minutes, 1 heure de consultation. Après, il y a aussi, moi je note dans les carnets de santé. Voilà, j'assume de pouvoir mettre ce que... mais je mets pas... Au début, je mettais des fois symphyse, sphéno-basilaire en torsion. Mais maintenant, je note plutôt les conseils que je donne. Et ce que je remarque... Par exemple, tension crânienne nécessite à être revue sous 3 mois, ou maintenant plagiocéphalie, donc on peut marquer, ou brachycéphalie, c'est quand c'est plat sur l'arrière uniquement, avec la mesure. Voilà, et puis les petits exercices qu'on donne. Voilà, c'est un petit peu mon retour d'expérience en tant que maman, c'est ça. Parce qu'autour de la technique ostéopathique réelle, il y a vraiment tout cet univers de la parentalité, et je trouve que être parent, ça facilite grandement la prise en charge pour moi en tout cas, de cette population. Toi, t'es papa ? Ouais. Est-ce que ça t'aide d'être papa pour pratiquer l'ostéopathie ?
Je pense que ça m'a apporté une certaine sensibilité. Ouais. Après, vis-à-vis des enfants, peut-être une certaine confiance que j'ai peut-être plus par rapport à quelqu'un qui est non parent, mais je suis même pas certain en fait. Ouais. Je pense que c'est plus la sensibilité, tu vois, que le fait de... Ouais. Parce que ça, je l'ai vite abordé avec ma fille, le fait de la porter, tu vois, j'étais assez à l'aise. Donc ça m'a pas trop... Mais je suis quand même hyper stressé parce que tu vois, moi je sais pas, mais moi j'en ai peu, donc j'ai eu du mal à avoir acquis cette confiance. Là, tu vois, chaque fois que cette assurance. À chaque fois que j'en ai un, je suis hyper stressé, mais d'ailleurs je me perçois que là, autour, on me dit, il faut... Et c'est vrai, ça serait mieux qu'il soit au sol. Mais c'est pour ça que c'est des outils, en fait. C'est ça, le truc comme ça que je sais pas la méthode, en fait. Oui, en fait, c'est des outils. Et dans les outils, moi, avec des gamins, ça va pas marcher. Il y en a un, tu vois, il a 6 mois, bon, en fait, non, je vais pas pouvoir faire ça. C'est des petits outils qui vont canaliser l'attention, tu vois. Là, comment, regarde, tu vois. Ah bah oui, tu vois, regarde ça, se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et si on revient, par exemple, aux troubles autistiques, du spectre autistique, justement, à quel stade de l'évolution, si tu détectes des choses, je dirais, pas cohérentes avec une croissance normale, on pourrait s'inquiéter ou donner l'alerte? En fait, on appelle ça des drapeaux rouges. En fait, c'est une fois de plus, quelles sont nos limites de compétences. On n'est pas habilité à diagnostiquer ça. Mais on a des drapeaux rouges, en fait, en formation, et qui permettent d'orienter chez des neuropsys qui vont faire le diagnostic et amener à une intervention et une prise en charge. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des formations, il faut donner la référence aussi, et qui permettent de... C'est neuromoteur. Donc en fait, même d'un enfant de 3 mois, de 6 mois, on peut détecter... Tu peux donner un exemple de drapeau rouge par rapport à un enfant qui fixe pas le regard. Ça, c'est un drapeau rouge. Un enfant qui capte pas, qui vous fuit du regard. Un enfant, dès la naissance, il capte le regard, c'est sa survie. Donc si un enfant, dès la naissance, il capte pas le regard, il est fuyant, alors il peut y avoir plein d'autres choses, il peut mal voir, il peut avoir des troubles, des tensions importantes, des douleurs qui fait qu'il est dans son corps et il a du mal à agir sur l'extérieur. Donc ça, c'en est un drapeau rouge, il y en a plusieurs. Après, il faut faire très attention avec les tableaux cliniques parce que ça, c'est un débat. Et c'est pour ça qu'il faut s'encadrer là où on s'installe en tant qu'ostéopathe, de vérifier quels sont les thérapeutes autour de moi, comment ils travaillent, et quels sont aussi leurs canaux de communication. Moi, je sais que je les rencontre, et après on a les messages et on s'envoie des SMS. Il y en a une qui travaille avec moi dans le cabinet, donc là, c'est éventuellement, j'essaye de provoquer le rendez-vous où je lui dis, écoute, je t'envoie un tel, ou... Voilà. Après, c'est surtout sur des formations crâniennes qu'on voit les ostéopathes. Parce que les troubles du spectre autistique, c'est plutôt... Tiens, on remarque qu'il y a ça, parce que la maman nous dit « Ah ben il marche toujours pas » ou « Ah bah tiens, il va pas du tout aux toilettes, il est constipé, il refuse ». Voilà, il y a des choses où à l'école ça se passe pas bien. Voilà, c'est plutôt sur le plan de l'anamnèse des parents qui viennent s'en plaindre un petit peu. Après, on peut essayer d'orienter avec les neuropsychologues un petit peu. Voilà, d'autres... Je suis en train de... depuis tout à l'heure. C'est parce que je suis pas concentrée dessus. Ah ouais, du coup, ça vous canalise. Alors... Donc ça, voilà, c'est un outil qui est cassé depuis très peu de temps. Mais normalement, il y a un petit tige au bout. Et en fait, on défait les nœuds qu'il y a dessus. Voilà, je vais y arriver. C'est quelque chose de visuel, ça, justement. Ah, bah ouais, regarde, là, tu vois. En fait, c'est parce que c'est une baguette magique, tu vois. Et en fait, la baguette magique, elle permet, tu vois, comme ça canalise le silence. Parce que j'ai eu la chance de faire du yoga par enfant à des familles pendant 5 ans. Et ça fait partie des ateliers qu'on avait. Bon, je vais réussir d'ici tout à l'heure, mais c'est que j'ai vraiment fait des bêtises en parlant en même temps. Mais en fait, oui, c'est une baguette magique. Mais elle est plus magique. Donc voilà, mais c'est rigolo parce que les enfants me le mettent dans cet état et après il faut le ranger. Mais voilà, c'est un des outils qu'on peut servir un peu plus grand. Ça occupe, vous avez vu ça? Ça canalise. Il y en a qui veulent essayer? Voilà, est-ce que tu as des questions en tant que par exemple toi? Non, c'est très clair, très intéressant. C'était très concret. Alors c'est des recettes, on n'aime pas ça. Non, c'est des outils. Moi, je ne fais pas de recettes avec un enfant, sauf que j'ai pas d'adapté à lui. Oui. Enfin, je pense, hein. Ça m'engage comme moi. Il n'y a pas de... Pour ouvrir le débat sur la recette, puisque... Oui. Voilà, ouvrons-le. Je pense pas qu'il y ait des recettes parce que c'est jamais applicable partout. Par contre, il y a des grands carrefours, il y a des clés ostéopathiques, malgré tout.
D'un point de vue pédagogique, bien évidemment, c'est pas pertinent de les apprendre parce que on apprend d'abord la chose et après on apprend d'abord le voyage et ensuite les raccourcis. Voilà. Mais à la finale, c'est quand même bien de les connaître. C'est ça. Bah en fait, tu vois, ça c'est des choses que j'ai appris en observation parce que j'ai remarqué dans mes formations, des fois le professeur nous disait l'indirect, le pas direct en fonction de l'âge, et il a 6 mois, il faut pas aller dedans. Et il disait par exemple, faut pas faire d'indirect avant 6 mois parce qu'il y a son axe crânio-sacré. Et en fait, tu le vois pratiquer sur le bébé parce qu'il y a un cas témoin, et puis en fait, tu le vois qu'il appuie, qu'il fait ça. Mais en fait, il faut suivre son intuition, je pense aussi, de thérapeute. Et si ça vous parle, et s'il y a les réponses tissulaires, et est-ce qu'il faut faire pleurer le bébé ou pas, ou ce qui compte, c'est ce que l'enfant il est à ce moment-là, est-ce que le parent est ok. C'est toujours, par contre, tout à l'heure il parlait de l'ostéopathie à 3. Alors il parlait par rapport au spirituel, au divin, voilà, c'est cette troisième chose sur laquelle on peut s'aider. Moi j'ai pensé aussi dans ce moment-là, j'avais fait un peu l'amalgame avec le A3, parce que quand il y a une autre personne dans la salle, comme le parent, ou un stagiaire, ou la grand-mère, c'est une énergie supplémentaire, je trouve, à prendre en compte, dans moi quand je pratique, parce que je sens le regard de la personne, ou son émotionnel, ou la mère qui inquiète parce que son bébé il pleure, donc c'est important. Moi j'explique, c'est pour ça que je parle beaucoup, et j'explique aux parents, il va peut-être pleurer, là voilà, c'est ok pour vous, voilà. Et si je vois que la mère est déjà dans un état émotionnel important, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord je m'occupe de la maman, en général. Et enfin déjà émotionnellement, voilà, comment ça va, comment ça s'est passé, et ensuite quand je sens qu'elle est ok, qu'elle va bien, je m'occupe, et là je m'intègre vraiment sur le bébé parce que il a besoin de cet espace, mais si sa mère est pas sécure, l'enfant peut pas l'être. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, voilà, après j'en fais beaucoup comme des bébés. Voilà. Les mercredis c'est quasiment que des enfants. Et je fais les fratries. Ah oui, voilà, oui, les questions. On me demande est-ce qu'on peut venir avec tous les enfants. Alors ça perturbe un peu qu'il y ait le frère ou la sœur dans la salle. C'est pour ça que j'ai une caisse pour le 0-6 mois qui me sert de consultation, et j'ai une caisse un peu moins fragile alors j'ai enlevé tous les jeux en bois parce qu'ils font très beaucoup de bruit dans mon cabinet, les jeux en bois. Non, c'est fou. Ils font très mal aussi. Et très mal. Donc je suis revenue sur des trucs en mousse. Alors pendant le Covid j'avais enlevé tout ce qui était en mousse parce qu'il fallait les laver tout le temps. Je lave un peu moins, mais je les rince souvent quand ils ont mis la bouche, je rince à chaque fois, donc c'est mieux s'ils peuvent se laver. Donc c'est vrai que le plastique, ça reste facile à laver, et ça fait moins mal et ça fait moins de bruit. Bon. Et du coup, l'aîné peut soit colorier, il y a un espace coloriage où on peut dessiner, et il fait un peu moins de bruit, mais les parents parfois utilisent leur téléphone. Et j'ai aussi une petite tablette, j'ai voulu l'amener, mais ça passait pas dans mon sac. C'est une petite tablette magnétique, on met un stylo, on écrit dessus, il y a une petite réglette, on appuie et ça efface. Donc pas de gaspillage de feuilles, ils cassent pas les crayons, ça les occupe, on peut faire des têtes de chat et tout ça, donc c'est un petit outil qui coûte 12 €, qui vaut, là, ou en vide-grenier encore moins, moi je l'avais acheté 3 €. Et ça c'est pratique, parce que ça ils peuvent faire dessus, ça se casse pas, on perd pas le crayon. Voilà, donc petit outil pour gérer les fratries, parce que ou alors sinon moi j'ai la chance, on est un cabinet où on est une dizaine de thérapeutes, mais pas tous là en permanence, la salle d'attente est assez calme, donc si vraiment il est un peu plus grand, il y a des jouets aussi dans la salle d'attente, on en trouve la porte, et l'aîné peut être dans la salle d'attente, ou quand il y a besoin de faire sortir le parent. Ça c'est aussi une expérience que j'avais eue, qui m'a marqué au début de mon exercice. Ça devait faire 1 an ou peut-être 2 que j'exerçais, et là j'ai fait sortir une maman pour son bébé et je l'ai traumatisée. Elle m'avait écrit un courrier après. Elle avait pas aimé que je la fasse sortir son bébé, elle avait avoir 1 an, sa petite. C'était assez grand quand même, mais je sentais qu'il y avait une relation avec sa fille. Elle venait parce que sa fille était en colère, et je voulais voir si le comportement de sa fille changeait quand sa mère sortait. Et ça, oui. Ah oui, il a changé son comportement, mais par contre c'est la mère, voilà, elle me l'a pas ramené, et puis elle m'a écrit, elle m'a dit, c'est bien, elle a fait un retour d'expérience qui m'a servi en fait. Sa fille, elle était dans quelle émotion quand sa maman est partie de la pièce? En fait on a pu discuter, j'ai pu créer la bulle en fait plus facilement. Okay. C'est ce que je sentais, c'est que je sentais que la mère, elle la laissait pas... Elle me laissait pas rentrer en fait, alors qu'elle me demandait d'aider sa fille. Et là c'était le discours qu'on avait avec André tout à l'heure, c'est est-ce que je suis la bonne personne au bon moment, c'est de lâcher prise là-dessus en tant que thérapeute et dire peut-être pas la bonne personne au bon moment, ou c'est peut-être pas le bon moment, mais bon, moi quand c'est l'enfant, je me dis il faut que j'essaye pour l'enfant.
Je me dis, comme quand on va en PMI, et même si les médecins ne nous reconnaissent pas, même si on a ces difficultés, au moins on fait ça pour les enfants. Voilà, on fait ça, même si c'est gratuit, même si on fait ça pour les enfants, pour eux. Et donc du coup, même si j'ai essayé, je me dis j'ai essayé pour l'enfant. Peut-être que la mère, ça l'aidera à réfléchir. C'est pour ça, oui. Le cas dont tu parles, quel âge avait l'enfant ? 1 an. C'est ça. Et en fait, elle avait un souhait d'avoir un deuxième, et voilà, donc c'était là, de trouver la place. Voilà, donc... Après, je pense qu'il faut pas séparer... Ouais, avant 9 mois, l'enfant et la mère, c'est la même chose, hein, ils sont pareils, donc qu'on sépare l'enfant, c'est peut-être plutôt malsain. La question à se poser, puis je vois qu'en psychologie, il y a l'approche systémique qui est extrêmement intéressante, tu sais, parce qu'entre ce que verbalise un numéro dans une famille et l'autre numéro, tu t'aperçois, tu sais, c'est un peu comme dans un litige juridique où tu vois bien les deux parties et tu prends un peu ce qu'il y a, le vrai et le faux. Et du coup, tu vois, je trouve dommage qu'on a peut-être qu'un jour déployer ça, cet outil-là, de faire de l'ostéopathie systémique, tu vois. Peut-être qu'au lieu de rejeter cette dame, peut-être d'essayer à un moment donné de la reprendre en charge, tu vois. Ah oui, c'était le but, ouais. Je pense que c'est... Ouais. Ça serait super intéressant, mais là nous on a la barrière du corps, parce qu'on ne peut pas être sur le corps à la fois, encore que je sais pas. Ah, on peut faire du 4 mains, là. Non, mais si, tu peux quand même faire une approche systémique, dans le sens où le patient fait partie d'un système. Oui. On est d'accord, hein, sur la question systémique de la chose. Ouais. Et que en fait, tu peux tout à fait traiter le système en traitant l'individu. Oui. En fait, en traitant l'individu, tu vas traiter le système aussi. Mais en lui faisant prendre la conscience de son implication dans le système, justement. Ouais. Et en le remettant dans son système. Si tu le sors de son système, tu traites l'individu. Ce que veut dire si tu le remets dans son système. Tu n'as pas besoin de le toucher pour le traiter. C'est que c'est l'environnement, c'est la présence dans l'environnement qui est déjà, si je dis pas de bêtises, un moteur. Dans le sens où des fois tu traites l'enfant, mais en réalité l'enfant, on va dire que jusqu'à 6 mois, je reste quand même peu persuadé que les dysfonctions qu'il vit sont induites par lui. Quand même, c'est dans le process, quoi. Dans le sens où il y a des dysfonctions qui sont acquises par lui, mais la plupart des informations qui rentrent par son prisme va d'abord passer par un prisme familial ou intime, en tout cas, quoi, de l'ordre de l'intime. Ouais, après, il y a l'imprégnation de la matrice au niveau utérine qui, pour le 0-6 mois, on est encore dans l'empreinte maternelle. D'accord, donc on est encore plus avant, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Okay. Parce que notamment pour avoir traité, j'ai une dizaine d'expériences sur les plagios et j'ai eu plusieurs expériences de bébés que je traitais, je voyais à la naissance. La question classique, c'est quand est-ce qu'il faut que la femme est enceinte, je la vois sur la fin du 3e trimestre, quand est-ce qu'il faut que je vous amène le bébé après? Le premier mois, on conseille parce qu'il y a le congé paternité, ils sont tous les 3, ils peuvent prendre le relais. Et là, du coup, j'ai des bébés que je vois et que je traite l'axe crânio-sacré, le crâne est symétrique, il est souple, le bébé tourne bien la tête, la mère elle a l'air bien le porter, et là il revient à 3-4 mois, il a une brachycéphalie ou une plagio, et je me dis qu'est-ce que j'ai loupé, pourtant est-ce que la mère l'a mal, tu vois, donc il y a des empreintes, et là on rejoint Jean qui pense que beaucoup de plagiocéphalies sont intra-utérines et s'expriment au fur et à mesure que le crâne y grandit. On a des postures en fait adaptables, et après le but c'est pas d'être droit, c'est d'être adapté. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire on a eu une personne qui est venue observer en PMI le mois dernier et il s'attendait à voir beaucoup nos mains sur les crânes pour les plagiocéphalies, et il m'a dit c'est extraordinaire parce que ça me change tout à fait ma vision de la plagiocéphalie. Il me dit parce qu'en fait on travaille essentiellement la posture, on travaille son bassin, on travaille sa mobilité des ceintures en fait, et de savoir est-ce qu'il est libre de ses mouvements ou est-ce qu'il est bloqué. Alors oui, des fois c'est crânien, mais beaucoup c'est la position, l'espace qu'ils ont eu dans le ventre de la mère, et c'est là l'intérêt de traiter les femmes enceintes. Là, c'est l'espace, c'est ça. Ouais, et de voir après. Et moi, je dis souvent, venez-vous, maman enceinte, quand vous avez accouché, vous venez pour vous. On regarde le bébé, si on voit qu'il va bien, qu'il n'y a pas de grosse tension, une bosse sérosanguine d'une ventouse ou quoi. Bon, et que vous exprimez pas de difficulté. Si vous n'avez pas un projet d'allaitement où ça se passe bien, on peut dire, on voit un peu plus tard. Ouais, moi, j'ai maintenant ce discours-là, de plutôt dire... Mais des fois, ils prennent un rendez-vous conjoint. Et ça m'arrive de faire, parce que j'ai oublié d'amener une écharpe de portage aussi, mais j'ai une écharpe au cabinet. Alors c'est un sling, parce qu'il y a soit les préformés, mais les bébés tout petits,
des fois, il est dans la poussette et il pleure beaucoup. Et la maman, là, j'ai besoin de faire la séance à la maman qui vient d'accoucher. Et donc, du coup, je mets le bébé en porte-bébé. Tu mets le bébé en porte-bébé. D'accord. Ouais, dans un sling ou dans une écharpe, si on sait faire. Et tu traites la maman. Et je traite la maman. Ah bah ça, c'est super systémique, du coup. Ouais. Et il y a une maman... Ouais, tu vois. Et pour le coup, par contre, il y a des fois, il y a des réactions un peu surprenantes. Une fois, j'ai une maman que j'ai dû aider un petit peu émotionnellement parce elle culpabilisait de ne pas avoir su calmer son enfant. Parce qu'elle le voyait contre une autre maman et... Tu vois. Mais c'est un accompagnement, tu vois, de dire... Et du coup, je lui ai montré comment faire l'écharpe et elle l'a fait. Et elle est partie avec l'écharpe et elle me l'a ramenée après, quand elle en a acheté une. Et le papa, tu le mets dans son dos? Le papa, je le mets dans mon dos? Non, parce que tu sais, pour les non. Ah, d'accord. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que c'est intéressant de voir que tu peux être sur... Ah bah ouais. Bon, merci. Hein. C'était super. Avec plaisir. Bah, t'auras la vidéo, du coup. Bah oui, c'est ça. Pour la suite. Encore merci. C'est rigolo ce que tu dis, Chloé, parce que moi, je mets sur maman. Ouais, mais elle se relâche moins, maman. Sur la maman. J'ai une table en 70, moi. Ah oui, aussi, ouais, je comprends. Et là, c'est moi qui m'adapte complètement. Mais je trouve qu'elle se détend moins. Enfin, ça dépend le bébé s'il pleure beaucoup ou pas. Parce que des fois, même sur elle, il se met à pleurer parce qu'il a une regurgitation, tu vois. Oui, et dans ce cas-là, je redresse, tu vois. Ou si même s'il y a besoin d'allaiter, elle allaite. Ah oui, bah ça, oui, l'allaitement, ça, c'est combien de fois j'ai des séances où tu vois, t'as le bébé à côté ou la maman sur le côté. Ça dépend ce que j'ai à faire, tu vois. Mais si par exemple, il faut que je fasse une dorsale, il pleure pendant 30 secondes supplémentaires, je fasse la dorsale et après, je sais qu'il aura plus besoin. Et moi, je fais comme ça. Bon, ça t'est déjà arrivé d'avoir un père aussi? Parce que c'est vrai qu'on parle toujours le cliché mère-enfant. Qui amène son... Mais tu sais, un père qui se porte une famille monoparentale, ça peut être... Ouais, des couples homosexuels aussi, voilà. Des papas qui... Ouais. On en a à la PMI, pas de couple aussi, bien sûr. Oui. La première fois d'ailleurs, ils étaient avec moi et j'avais du retard. C'est des patients. Ouais. Et il m'a dit, il n'est pas là. Ouais, ils étaient un peu surpris qu'il n'y ait pas Paul. Le mois prochain. J'avais dit que c'était Paul. Celle qui aurait Paul qui serait là. Secret médical. C'est tombé pile poil. Mais oui. Donc en fait, la prise en charge, en fait, c'est un partenaire. De la même façon que peu importe que ce soit une maman, un papa, c'est un partenaire. C'est des figures d'attachement et qu'il y en ait une, deux, qu'elles soient masculines ou féminines. Ce qui compte, c'est est-ce que l'enfant est sécure, est-ce qu'il a des figures d'attachement et comment on peut aider cette figure à être soulagée. Donc des fois, c'est le papa qui est en difficulté. Moi, c'est une question que j'aime bien quand ils viennent tous les trois. C'est et vous, papa? Hein, parce qu'on demande jamais. Et vous comment? Et là, on avait vu beaucoup quand même à la PMI qui vient. Ouais, beaucoup plus à la PMI. Ouais. Je trouve qu'à la PMI, j'en ai souvent. On en avait parlé. Ouais. Après, moi ici, j'ai souvent plus des papas que des mamans quand même. Intéressant. À titre informatif, ici, à Bordeaux Centre, j'ai plus de papas que de mamans. Moi, ça dépend de l'âge. Petit, c'est plus maman, et après, ça c'est moitié-moitié. À la campagne. Mais En campagne, moi, c'est plutôt la mère. Même plus vieux. Et ils viennent en poussette ici aussi, ou beaucoup? Oui, ils viennent en poussette. D'accord. Donc ça, c'est un outil, la poussette, pour faire bercer aussi. Moi, souvent, comme j'ai vraiment le cabinet devant, il y a une parking juste devant, elles prennent juste le cosy, donc elles se pètent le dos. Ou elles le prennent dans les bras. Et du coup, j'ai pas forcément de cosy. Donc j'ai aussi un transat. Où ils bougent les pieds, ça revient un peu. Et ça permet d'avoir des outils. Des outils en fait pour poser l'enfant. Ou des fois, tu poses le tapis Ikea et puis avec un plaid. Mais j'ai remarqué que les enfants qui pleurent beaucoup, ils ont besoin de mouvement et des fois, il y a besoin de... Tu vois, moi, le crânien, enfin les cervicales, si elle est tendue sur son bébé parce qu'elle tient son bébé parce qu'elle veut pas qu'il tombe, je trouve que j'ai du mal à l'aider à se relâcher. Puis il y a un petit peu côté, elle se relâche pas, elle est gênée même que son bébé il pleure et j'ai besoin que la mère elle ait vraiment un temps pour elle. Alors si elle peut pas se le laisser à un papa, une aide qui vient au cabinet en même temps, je lui donne cet outil de dire je prends et du coup j'ai mes mains libres et elle aussi. Enfin tu vois, c'est un outil. Ouais. Tu vois que tu pourras intégrer. Après si vous avez d'autres astuces aussi, on pourrait partager. Voilà, pour la prise en charge et après... Non, après, passer 3 ans, je trouve que dès qu'il y a la scolarisation, je trouve qu'ils sont plus faciles. Ouais, dès qu'ils parlent, ça va mieux. Et du coup, tu chantes, tu parles, tu échanges en fait. C'est ça, hein? Ouais. Essaye de ne pas parler. On peut, hein, mais on parle. Ou alors, il faut être à la fois dans les. Chez un enfant, pas parler, c'est un vrai. Et défi, quoi. Par contre, pour l'adolescence, c'est génial. Hein, l'induction, comme il dit, tu peux pas parler parce que oui, non, ouais, bon. D'accord. Ah oui. Moi j'ai de la chance, moi, avec les familles même bien. Ouais, tu parles. Il Après, s'ouvre. Ouais.
T'es là. J'ai un look suffisamment à la chose pour qu'ils se disent oh, il est cool, l'ostéo, il est chouette. On n'a pas parlé de notre look en tant que thérapeute pour inspirer la confiance. Non, mais... Ou la déconfiance. Ou la déconfiance, c'est ça. Oh, il pue le tabac, ou il est pas rasé, ou il pue de la bouche, ou il a pas de blouse, ou c'est ça. On a eu l'expérience à Paris, on a bossé avec un ostéo qui est à la retraite maintenant. Et alors lui, ce qu'il nous disait, c'est que dans sa vie de thérapeute, il a eu tous les styles. Et à chaque fois, ça n'a rien changé à son traitement. Ça n'a rien changé. Alors attends. Après, ce que tu dis pas, c'est qu'il a une personnalité, par contre, qui est restée inchangée, à mon avis, de toute sa pratique. Aussi changeante que sa tenue. Là, on parle du vestimentaire. Oui, donc en fait... Toujours très... À mon avis, il a toujours été très artiste et très, très bien apprêté, quand même. Comme personne, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Et est-ce que vous avez une blouse en cabinet? Moi j'ai une blouse, Moi c'est mon truc. Paul m'a volé la mienne et j'en avais une en campagne là où je bosse et mon collègue m'a volé ma deuxième. J'ai fait ok, donc mes associés me volent mes blouses. Je ne porterai plus de blouse. À 400 km de différence, je pense qu'il y a une info. C'est que je dois pas emporter. Moi c'est parce que je trouve que c'est une neutre pour moi. C'est très personnel, je pense. Ouais, moi aussi, ça me permet. Tu vois, je suis très mal si j'avais pas la blouse. Ouais. Je fais attention. Et elle est blanche, elle est bleue, elle est blanche, en col V. Tu vois. Ouais, moi j'invite, tu vois, par rapport aux enfants, à pas mettre en blanc. Ah non. Ouais. Alors là, t'es mort. Bah voilà, t'as un outil de plus, un outil. Bah ouais, mais tu vois, et moi ça c'est ma tenue pour les, tu vois. Bah du coup je l'ai souvent celle-là. C'est souvent. Alors pourquoi ce serait quoi ton explication? C'est ça qui Ah bah c'est la peur de la blouse blanche, parce que les enfants ils associent. Par rapport à cette couleur blanche qui réfléchirait. Ah non, c'est juste que tu fais plus médecin et que là c'est un jeu, parce qu'en plus tu as des chercher-trouve sur la blouse et ils vont passer c'est quoi, c'est une licorne, c'est machin, ils sont attirés déjà par ça. Ou alors le contrasté noir et blanc, tu vois, ça peut être sympa, tu vois, demander à tes enfants de faire des zips ou du flocage, parce qu'en fait ça va donner des choses à regarder en fait, et puis ça fait moins médecin en fait. Non, c'est sûr. Mon autre blouse elle est bleue. Moi j'ai enlevé la blouse pour cette raison-là, parce que déjà il y avait un effet médecin blouse, quand j'étais en campagne ils me disaient tous docteur. Et deuxièmement parce que l'autre partie me prenait pour le secrétaire, donc à un moment donné. Je suis ostéopathe, c'est ça. Et marqué ostéopathe sur les... Donc non mais voilà, et donc mais moi j'ai trouvé la solution en faisant ça, voilà, parce que l'autre est bleu là, j'en ai plusieurs de couleurs, mais souvent j'en ai aucune de blanche. Voilà. Il y a un côté hygiène aussi, je me doute. Oui, voilà, c'est ça. Et puis j'ai pas à me casser la tête, parce que pour s'habiller, parce que pour pratiquer, des fois, tu vois, si en plus il fait chaud, c'est tout léger, tu peux être juste par exemple, sous-vêtements ou en t-shirt léger en dessous. Et bien avoir des épaules dénudées, moi ça me gêne en fait, c'est ce côté un peu. Donc au moins, j'ai pas chaud, en fait c'est stable, j'ai pas à réfléchir à comment je m'habille. En fait, c'est une facilité, c'est une tenue, c'est un uniforme. Moi je préférais la blouse, ça te met dans une disposition, machin et tout. Je connais tes associés, je peux éventuellement te mettre en relation avec eux pour en racheter. Voilà, donc c'était un petit peu mon retour d'expérience sur... sans parler de l'avis sur les... Parce qu'ils nous sollicitent beaucoup, moi ils me sollicitent beaucoup sur quel est votre avis sur les vaccins, sur le vaccin Covid, sur le vaccin du papillomavirus. À chaque tranche d'âge, il y a des problématiques. La bronchiolite qui vient de sortir. Oui, voilà, le Beyfortus, qui sont en rupture. Voilà. Et c'est, en fait, plus on est au courant en fait, de tout ça, on va anticiper leurs questions et ils se disent on va du coup donner des petits conseils sur la marche. Il y a un ouvrage qu'on mettra aussi en référence. Est-ce que c'est répondre à l'intelligence par rapport à ces questions selon toi? Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Qu'est-ce que ça serait la question qu'est-ce que l'ostéopathie pourrait répondre à ces questions? En soutien à la parentalité. En fait, on prend le temps de voir le système et de faire des liens que le médecin parfois n'a pas le temps de faire entre leur système immunitaire, les bronches, le système digestif, les chutes. Voilà. Ah oui, ça, parce qu'un outil que je n'ai pas montré, c'est celui-là aussi, qui me sert beaucoup en pédiatrie. C'est un diapason tout simplement parce que beaucoup de parents aussi, il a fait une chute et en première intention, pour les parents que je connais, les enfants que j'ai déjà vus, est-ce que tu penses qu'il faut que j'aille aux urgences?
Alors c'est une fois de plus, c'est du diagnostic d'exclusion, ça met en jeu aussi notre RC, responsabilité civile et professionnelle. Donc évidemment que dans tout on manipule pas du direct, mais ça permet d'avoir des bonnes fiabilités. Et là sur les fractures de côte, parce que souvent on les voit pas aux radios, c'est des fissures, ça marche bien. Les clavicules. Le diapason quand même, je tiens à rappeler à titre informatif que un test négatif au diapason n'est pas négatif de fracture. Ouais, c'est ça. C'est un test positif qui est positif de la fracture. C'est l'inverse. Il est positif à 100%, il est négatif, il n'y a rien à assurer. C'est ça. Donc il y a la palpation, il y a l'impotence, il y a le gonflement, il y a la plainte du patient. Mais ça permet c'est un outil vraiment fabuleux. Fabuleux. À tout âge. Voilà, pour les sportifs, en milieu sportif. Donc ça permet de rassurer les patients un petit peu. Là, si le petit, tu sais ce que ça fait ou pas? Vous savez l'utiliser ou pas? En fait, parce qu'on me demande, j'explique toujours avant de poser ou même sur l'enfant, oh regarde, ça fait des chatouilles, je lui montre, je lui fais sentir. Donc déjà c'est froid et ça vibre et en fait, je lui dis ça va juste être froid. Et puis si l'enfant quand on pose, il sursaute ou il crie, en fait c'est parce que l'onde de choc, la vibration quand il n'y a pas de fissure, souvent elle se répercute comme ça. Et quand il y a une fissure ou une fracture, elle descend la fracture, là où il y a potentiellement le nerf, mais pas forcément, mais où il y a une inflammation aussi. C'est périostique. Périostique, c'est ça. Donc ça va énervé, et donc du coup, c'est la distension, notamment due à la gravité lors d'une fracture, qui fait que ça crée une douleur, d'où l'impotence de la personne qui se met en écharpe pour contrer la gravité. Mais c'est périostique, la douleur est surtout périostique dans la fracture, plus que purement osseuse. C'est le tour de l'os. Mais et ça, c'est pour les orteils par surtout. Contre, c'est bien, je suis d'accord avec toi que ça rentre bien, en fait, la tension, la pression, elle rentre bien à l'intérieur du trait de fracture. Et que plus le trait de fracture est important, plus la distension périostique est importante. Donc ils sentent une décharge électrique, une douleur, donc ça pour costal, clavicule, tous les os longs plutôt, parce que plutôt les os longs ou plats. Clavicule, omoplate, Après j'ai rarement eu des omoplates à diagnostiquer, c'est plutôt... Vaut mieux pas. C'est ça. Voilà, mais ça peut aider aussi, ou sur les otites aussi, on peut aussi. Et puis on peut tester l'audition aussi des enfants. Parce qu'en fait, vous connaissez peut-être le test, qu'en fait, quand on n'entend plus le son, mais qu'on le repose, il l'entend à nouveau. Après ça, il faut qu'il ait au moins 6 ans, parce qu'il faut qu'il puisse distinguer et comprendre ce qu'on lui demande. Ce qu'on entend avec nos os. Ouais, conduction osseuse est supérieure à la conduction aérienne. C'est-à-dire que là, je l'entends, quand je l'entends plus, je le pose, normalement, je dois encore l'entendre. Si c'est pas le cas, il a peut-être une otite, il a peut-être quelque chose comme ça. Bon. C'est pour ça que les ostéopathes ont l'ostéoporose. Parce qu'on est toujours à l'écoute du patient. Donc ça veut dire que d'écouter les patients use des os. Ça c'est sûr, écouter ça use l'énergie des gens. Ça nous éreinte. Hyperthyroïde. Voilà. Donc j'espère que ces petits outils, voilà, moi je trouve que si on m'avait dit ça au début, j'aurais gagné un peu de temps. Moins d'expérience. mais voilà, sans parler de tout ce qu'on peut savoir éventuellement, des prises en charge en néonatologie, du deuil périnatal, de tout cet accompagnement avec les doulas, les accompagnantes et accompagnants à la natalité. Et puis après ça c'est spécialement autour de la parentalité. Après arrive l'adolescence avec les écrans, parce qu'il y a des gros troubles de l'attention avec les écrans. C'est ça. Les jeux vidéo, tout ça, la vue. Et donc au niveau posture, et les dents, les succions, tout ça, oui aussi, parce que ça c'est un il y a une grosse formation au symposium du COB dans 2 semaines, c'est sur l'orofacial. Et justement, là, c'est une fois de plus une façon pour moi aussi d'apprendre sans cesse en pratique, parce que, il y a les techniques intrabuccales, oui, ça, on pourra en parler, c'est que c'est les seules techniques internes que je pratique, toujours avec un gant si possible, mais souvent je me lave les mains et je fais sans gant, avec l'autorisation du parent, et je compte en fait pour le patient, pour le petit, tu vois, alors je vais appuyer sur ta bouche, je lui montre d'abord une première fois, je vais appuyer comme ça, ici, c'est ok pour toi? Ouais, d'accord, c'est marrant, tu mords pas, ouais, si ça va pas, tu lèves la main. Et en fait, je compte. Et là, généralement, je fais quand même au moins 30 secondes. Donc, je compte jusqu'à 30 et je relâche après. Je refais plusieurs fois s'il y a besoin. Donc, soit avec le pouce, soit avec les 2 doigts pour travailler. Parce que je sens que à partir de 4 ans, en fait, les amygdales, elles ont la même taille, en fait, enfants et adultes. C'est pour ça que chez certains enfants, on doit les enlever parce qu'elles gênent quand même. Donc,
Faut pas non plus voir le drapeau noir pour... Et diaboliser toutes les opérations parce que des fois ça sauve des enfants, voilà. Et du coup les techniques ostéopathiques, nous on a beaucoup d'applications sur tout ce qui est dentaire, voilà, à partir de 4 ans. Ils n'ont pas de sinus, on n'a pas de sinus enfants, ils se font à mesure de la respiration nasale, et après vers 12 ans on a tout le massif facial qui est fait. Mais à 4 ans le crâne au lieu d'être rond il s'allonge vachement, donc on a beaucoup plus d'otite, et du coup la libération au niveau des os de la face sont importantes, au niveau des maxillaires. Et ça me travaille. Et là, souvent, j'ai besoin de revoir le patient plein de fois. Donc, ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire une séance, j'en fais 2, mais plus courtes. Voilà, je fais sur des petits créneaux d'une demi-heure, et je dis au patient de revenir plusieurs fois. Et j'en fais payer qu'une. Voilà, je fais une séance, et il revient 2 fois d'une demi-heure. Voilà, c'est mes techniques, comme pour les plagios. Et parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, par rapport à la succion. Parce qu'ils déforment un peu le palais, et les sucettes. Donc ça c'est des questions quoi. Quand on nous demande, mais il faut que l'enfant il puisse l'enlever vers 3 ans, hein. C'est mieux la sucette par rapport au buccal. Et après l'orthodontie, voilà. On a un gros travail d'orthodontie qui arrive après avec la puberté, mais on rentre plus trop dans l'enfant, mais c'est des questions qu'on nous pose en tant que parents. Voilà. Est-ce que parents ils se posent d'autres questions? Moi je trouve qu'on opère moins les enfants de l'appendicite, et mais quasiment plus, et qu'il y a quand même des enfants qui présentent des symptômes, et il faut faire attention à ça. Et il faut penser à faire vermifuger les enfants. C'est très souvent que je demande aux parents, est-ce que vous avez vermifugé votre enfant? On vermifuge les chats, les chiens, tous les ans ou tous les mois. Et il faut vermifuger les enfants aux grosses saisons, parce que ça peut créer de l'agitation, des réveils nocturnes, et puis des troubles digestifs. Des convulsions. Parce que les oxyures sont des verres. Voilà, et parce que ça c'est des conseils que je donne souvent aux parents. Après il y en a plein, mais qui se font au fur et à mesure des demandes. Mais voilà, moi c'est vraiment le soutien à la parentalité en tant qu'ostéopathe, de systémique, de dire ok, il y a un corps, mais il y a un système autour. Et pour moi, j'aime avoir une prise en charge aussi du système qui tourne autour de l'enfant pour l'aider à bien grandir. Voilà, parce que si la cause c'est parce que ses parents sont en train de divorcer, ils disent rien du tout à l'enfant, c'est mon travail aussi, je le considère, d'ostéopathe, enfin de thérapeute, peut-être pas d'ostéopathe, c'était le débat avec André, de demander aux parents s'ils en ont parlé à leurs enfants, est-ce qu'ils veulent en parler, est-ce qu'ils ont besoin d'aide pour en parler, est-ce que c'est ok, qu'est-ce qui se passe, pour essayer de clarifier, parce que ça va aussi les aider dans leur relation à l'enfant, et en aidant les parents, on aide les enfants. Voilà, donc là on rentre dans la psychothérapie, mais pour moi c'est indissociable. Moi, je reste quand même persuadé que dans les premières années de vie de l'enfant, la plupart des tensions, au-delà des choses qu'il peut vivre, quand même, sont induites par son environnement, et donc du coup par ses parents, grandement, par les problématiques parentales qu'ils peuvent vivre, c'est des éponges. Ouais, mais même si la cause, on va pas pouvoir forcément la réduire, on va pouvoir agir sur la conséquence qui est les tensions dans l'enfant, et l'aider à s'adapter le plus possible aux contraintes qu'il subit dans l'environnement. Mais donc c'est pour ça que des fois, en fait, je me dis, la dysfonction, même si elle s'exprime dans l'enfant, est-ce qu'elle appartient vraiment à l'enfant? Ah oui, ce qui est sûr, c'est que la cause, toujours, on nous disait toujours, moi, mes profs, il faut trouver la cause, mais après, c'est rarement l'enfant qui dit j'ai mal là, il dit j'ai mal au cou, j'ai mal au dos. Les consultations, souvent, le motif de consultation, c'est il tient pas en place, ou il fait des cauchemars, il fait encore pipi au lit, les énurésies aussi. Par contre, ça, c'est de savoir est-ce qu'il y a des tensions dans son bassin, est-ce qu'il a un bassin bloqué, est-ce que. Bien sûr, l'énurésie, ou l'encoprésie, c'est les selles, ça peut être d'ordre psychologique, et dans ce cas-là de dire est-ce que vous avez, et de questionner, est-ce que vous avez vu un thérapeute, est-ce que vous savez chez qui aller, moi je connais quelqu'un et dans lui t'orientes. Moi j'ai des psychologues du coin qui font beaucoup les enfants, et j'oriente, et s'il faut je fais un courrier, et ils sont souvent prêts à l'entendre, et parce qu'on a quand même un public qui a le moyen d'aller faire de l'ostéopathie, donc ça touche une population qui se pose beaucoup de questions. Dans ces cas-là tu retrouves peut-être souvent dans les écoles on disait quel est le tissu en souffrance, et souvent c'est une phrase qui revient. Toi dans ces problématiques-là qui peuvent apparaître aux psychosomatiques, est-ce que tu retrouves par exemple des structures qui reviennent? L'occiput. L'occiput. Mais c'est parfois difficile de leur relâcher l'occiput, ils restent pas allongés, ils se crispent, ils essaient de lever la tête, donc on fait différemment, on fait sur la maman, on fait jouer à quelque chose au-dessus de la tête, ou on fait assis,
En Freiman, ça marche bien, hein. Ils adorent, hein, les enfants. Puis on les tourne dans tous les sens, on finit la tête en bas, ils aiment bien, hein. Tu fais du déroulé un petit peu. Hein. Mais oui, il y a ça, et puis le viscéral. Le viscéral, ça marche bien. En axe crânio-sacré, là, de déroulé, tout le péritoine, là, et puis la respiration, quoi. Enfin, ça, le diaphragme. En fait, toutes les structures qui sont un peu horizontales, je dirais. Enfin, c'est souvent ce que je retrouve. C'est rare, bon, t'as des chevilles, des tibias, mais ça fait rigoler, tu tires, tu relâches. Moi, je les fais agir, c'est de la gym, quoi. Moi, ma technique, c'est, je sais pas, vous avez jamais vu au cabinet, c'est, je dis, alors c'est un jeu vidéo, il y a 5 niveaux, et le plus facile, et après il y en a le gros méchant au niveau du 5e. Donc en fait, du coup, vas-y, alors on tire, et donc là, moi j'ai une technique pour libérer tout le membre inférieur que j'utilise pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Ben, c'est, alors tu vas plier la jambe, et moi je vais t'en empêcher. Ouais, bravo, trop fort. Et après, je résiste de plus en plus en orientant. Et en fait, ça me permet de travailler selon le niveau. Bah, après, un peu plus le genou, la coxo. Et du coup, ça me permet en plus d'ajuster la force, et d'arriver à la fin, d'y aller un peu plus structurel. Et d'arriver à la fin. Hop, c'était le super machin, t'as gagné, bravo. Allez, c'est rigolo. On fait l'autre côté. Ah ouais, ça marche bien à partir de 2 ans, ça marche bien déjà. Ouais. Donc, j'en aurais plein. Je pourrais parler des heures, mais bon. Juste une question, moi, est-ce que dans ton cabinet, tu retrouves pas mal de troubles à la fertilité? Est-ce que c'est un outil de consultation? Pas chez l'enfant. Mais c'est ça que tu n'avais pas compris? Non, ça me fait penser à la discussion par rapport aux douleurs sur les cycles qu'on a vu le mois dernier à la PMI, c'est pour ça. Ok, je crois que tu me rappelles. D'accord. Après, bon, c'est pas. Voilà, les questions à la parentalité, soutien à la parentalité, c'est vrai que là. Il y a cette notion de. Parce qu'il y a, nous, on a pas mal de couples autour de nous en consultation, en privé, etc., qui essaient d'avoir des enfants qui n'arrivent pas. Qui ont des difficultés. Là. Et est-ce que c'est quelque chose qui revient aussi moi. Parce que nous, on associe ça à la ville, au centre-ville, tu vois, à l'attractivité, au rythme, etc. Non. Non, il y a aussi à la campagne, il y a déjà aussi des jeunes couples qui veulent pas avoir d'enfants, ça aussi au niveau psychologie, donc ça c'est tout un cadre. On en parlait avec André tout à l'heure aussi par rapport au contexte du monde d'aujourd'hui, mais aussi des parents qui n'arrivent pas à en avoir. Et moi j'ai la chance de travailler, j'ai un sage-femme dans mon cabinet qui fait aussi tout ce qui est endométriose, et du coup il est échographe, donc en fait on fait aussi donc ça, et donc j'ai une doula, j'ai une hypnothérapeute. J'ai une kiné qui spécialise en massage viscéral, une micronutrition et massage endométriose. Parce qu'il y a tout ce terrain viscéral de libération des adhérences. Adhérence, là, il y a le syndrome du plancher, il y a le syndrome du rez-de-chaussée de Bruno Congeot par rapport à l'imprégnation hormonale des pilules mises dès l'adolescence, qui peuvent aussi créer des adhérences. Mais aussi, moi, je me pose la question, c'est pas du tout scientifique, c'est vraiment très remarque, c'est est-ce que aussi les smartphones que les adolescentes elles ont dans leur poche depuis qu'elles ont 11 ans jusqu'à au moins 20 ans, est-ce que ça induit pas, on n'a aucune étude parce que c'est très tabou aujourd'hui les ondes, mais est-ce que ça induit pas aussi au niveau hormonal des dérèglements ou les ovaires polykystiques, c'est une information, les ondes, comment? Les tampons aussi. Il y en a de moins en moins qui utilisent. Oui, moi, de moins en moins, mais il y a une génération qui a utilisé beaucoup. Ouais, mais c'est pas celle de l'actuelle, je pense. Les jeunes filles qui sont. C'est une génération qui a utilisé. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, encore. Ouais, après, ça peut jouer dessus au niveau de la. Ouais, c'est des questionnements, mais je trouve que. Parce que à remettre. En gros, tu refais un cycle sanguin, quelque part. Quand tu permets cette stagnation sanguine. Ah, tu parles des tampons? Oui, on parle du choc toxique, comme les Moon Cup, on en parle aussi, qui peuvent. Ça retient, peut-être un peu moins, mais ça retient aussi les selles. Et puis, au-delà de la stase de sang, c'est traité à la javel parce que c'est blanchi. En fait. Oui, c'est plus ça par rapport à ça. C'est plus que c'est le nombre de trucs qui oui, c'est comme les couches des bébés. On aime tellement plus dans ton hygiène intime, c'est aberrant. Les parfums, les machins, les trucs. Donc après, je pense pas que les troubles de la fertilité soient liés à notre moyen de protection, mais plutôt en grosse partie par des années aussi de pilules et d'imprégnation hormonale. C'est une castration chimique et tout le monde s'en fout, comme on dit. Non, ça c'est je suis un petit peu choquée à chaque fois de voir que par confort, des règles douloureuses, l'adolescente est sous pilule. Pour l'acné, ils le font moins, mais il y en a. Mais c'est souvent par confort parce qu'elles ont les règles douloureuses et tout ça, et sans se poser la question. Et du coup, en fait, c'est
c'est un peu on met le couvercle dessus et on ressort le couvercle au moment où le plus important où elle veut avoir un enfant et alors qu'on n'avait pas résolu le problème. Donc je pense que c'est plutôt qu'on met de côté des troubles qui sont plutôt pendant l'adolescence et qui ressortent parce qu'on a mis de côté un petit peu. Donc il faudrait arrêter à piler longtemps avant pour préparer le terreau à la grossesse. Pas forcément, ça suffit. Non, c'est plutôt de dire aussi donc voilà, c'est polyfactoriel et sur l'accompagnement les parents viennent nous voir. Donc est-ce que nous on est ostéopathe, donc c'est-à-dire que dans nos mains, est-ce qu'il y a des restrictions du bassin, est-ce que l'utérus est à la bonne place, est-ce qu'il n'est pas latéralisé, est-ce qu'il est antéversé, rétroversé. On pense qu'à la femme il y a l'homme aussi. Quelle est son hygiène de vie, et surtout c'est comment ça se passe aussi entre eux. Là on rejoint la psychothérapie, mais combien moi je vois de couples qui ont fait 6 ans, 7 ans de PMA et qui l'enfant à 2 ans, 3 ans se sépare, déjà ils ont parcouru tout ça, il y a une sorte de relâchement, il y a un accompagnement. Est-ce que vous êtes accompagné pour tout ça aussi au niveau psychothérapie ? Parce que ça c'est important de les orienter, parce que c'est un parcours. Et nous, moi je suis ostéopathe et je sais qu'ils ont besoin de ce soutien, c'est pas moi qui vais l'apporter, j'oriente vers mes collègues, parce que des fois on voit bien d'un coup, ah non mon mari il est hors de question, et du coup il y a un décalage, et dire essayer de communiquer un peu là-dessus, et de rétablir en fait parce que il faut un œuf et un spermatozoïde, et il faut qu'ils se rejoignent un petit peu dans leurs univers pour créer, et des fois il y a des mésententes, mais ça c'est de l'ordre du psychologique, mais physique. Moi, à titre personnel, je refuse systématiquement, parce que comme en acupuncture, pour le coup, j'ai quand même quelques demandes pour ce type-là. Je refuse systématiquement de voir la personne, enfin la femme, si le mari n'est pas prêt à faire la consultation. Ok, c'est intéressant tout ça. Très clair. Parce qu'à un moment donné, sinon ça signifie que lui, il se sent exempt de travail. Et ça te donne une orientation un petit peu. Après, oui, ça me donne une orientation, mais j'entends. Mais c'est un travail d'équipe. Oui, et quelque part, finalement, ça donne l'information à la femme dans ce refus qu'elle doit peut-être prendre en compte ça pour dialoguer avec son mari. Tu vois, donc c'est une façon de traiter aussi. Ouais. C'est que quand tu pratiques l'acu ou quand tu fais aussi de l'ostéo ? De manière générale, si le motif de consultation c'est pour une PMA, je demande d'avoir le mari aussi. Si la personne, elle a pris rendez-vous et que c'est son motif de consultation que je ne le sais pas, je ne vais pas lui dire on arrête là. Ouais, généralement, c'est le cas. Je vais lui dire d'accord, mais par contre, il faut que vous évaluez que dans la prise en charge de votre motif de consultation, si la volonté est commune, il faut que le travail soit commun. Ouais, j'ai le même discours. Sachant qu'en plus, j'accompagne, moi, j'en ai 3 au cabinet, des femmes seules. Qui font des grossesses seules. Donc il y en a une, elle a fait un don sur Facebook, un donneur. Il y en a une, justement, grosse pression parce que c'est sa dernière, elle est un peu maltraitée par la PMA de Bordeaux qui en ont un peu marre d'elle apparemment, ou je sais pas. Et d'autres et une troisième qui est en Espagne. Voilà. Donc tu vois, j'ai un peu tous les types, tu vois, en fonction des budgets, en fonction des... Est-ce que vous avez l'expérience d'un couple qui a déjà eu un enfant et qui a du mal à en avoir un deuxième ? Oui. Ah bah oui. Okay. Ah oui, ça arrive. Donc c'est pas, il y avait quand on dit il y a le moule, c'est bon, non, pas forcément. Et là tu poses la question. Et là souvent par contre pour le coup il y a beaucoup d'hormonal, de mécanique. Enfin moi je sais pas toi. Mais... de psychologique je trouve, de trucs dans le couple. Ouais. C'est pas souvent un truc dans le couple. Ouais. Donc on sera plus dans la même direction. Quand même. C'est ça, c'est faire un deuxième pour sauver le couple. Est-ce que... Ouais. Non, ça. Donc par la PMA, c'est la parentalité, oui, parce que les enjeux d'aujourd'hui, l'ostéopathie est réputée pour ça un petit peu aussi. Après, moi je suis formée aux techniques endovaginales et endorectales. C'est une pratique interdite en France. Après, en toute franchise, c'est quelque chose qui est demandé par un patient. Et quand en fait on ouvre le tabou, le dialogue au patient, des fois, ah bah oui, j'avais mon ostéo de tel endroit avant qu'il parte à la retraite, il me faisait, ou mon médecin il me faisait. Enfin, il y a vraiment une pratique quand même plus assez conventionnée, enfin officieuse. Mais j'arrive à faire pour l'instant en externe et je m'en contente et peut-être que ça fera évoluer, mais je pense que pour l'instant dans mon domaine de compétences ça fonctionne. Sinon j'en avais parlé avec le sage-femme avec qui je travaille. On fait 2 fois avec l'accord du sage-femme avec qui elles étaient suivies pour les hystérectomies, post-hystérectomies, par rapport aux adhérences et des douleurs qu'on n'arrivait pas à faire passer et ça on va un peu plus loin. Après, voilà. Donc c'est par rapport aux formations post-graduées et les troubles. Mais ça, c'est plus de la parentalité. Hystérectomie. C'est une autre étape de vie. Voilà.
Donc merci de m'avoir écouté. Merci, et puis à quand la prochaine? Merci.